Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève a été marquée une nouvelle fois par des questions liées aux banques centrales, on va en reparler dans quelques instants, également des questions liées aux chiffres de l'emploi aux États-Unis, élément important sur lequel nous allons revenir également, et puis une semaine marquée par, et c'est nouveau dans le paysage actuel de durcissement monétaire, par des signaux de faiblesse, voire de grosse faiblesse de certaines banques régionales américaines, et c'est ça qui est en train de marquer la fin de semaine. Donc nous sommes, au moment où j'enregistre ce podcast, le 10 mars, donc vendredi, et il est 16h. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de cette semaine ? Eh bien tout d'abord, un Jérôme Powell qui a fait son témoignage semi-annuel devant des commissions du Congrès américain, donc un Jérôme Powell, notamment mardi sur la première intervention, qui s'est montré faucon, qui s'est montré toujours agressif par rapport aux questions de maîtrise de l'inflation, par rapport aux objectifs de la Banque centrale américaine, estimant donc que le taux terminal de la BCE devrait être plus élevé. Donc le taux terminal, c'est le taux où la Fed, le taux où la Fed doit, le niveau où la Fed doit monter son taux, que ce taux terminal devait être plus élevé que ce qui était anticipé auparavant. Et donc on a eu ce discours qui a déjà commencé à fragiliser un peu le marché. On a vu des réactions défensives par rapport à ce discours sur les marchés, avec une volatilité qui a commencé à grimper. Et donc, mercredi, on a eu à peu près les mêmes propos devant la deuxième intervention pour la deuxième intervention de Jérôme Powell devant le Congrès. Mais disons que le début de semaine a commencé comme ça, avec un Jérôme Powell un peu plus agressif, et donc on a eu des taux également, des taux américains qui en tout début de semaine ont marqué plus de 5%, si on regarde le taux 2 ans américain, donc une référence qu'on regarde par rapport à ces questions de durcissement de politique monétaire, de niveau de taux de la Fed, et bien le taux 2 ans américain a atteint 5,0, un peu plus de 5,05%, ce qui est son niveau donc le plus élevé depuis 2007. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'actuellement la fourchette de taux de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire là, l'endroit où elle place son niveau, on va dire ça comme ça, son taux directeur ou sa fourchette pour le taux directeur, on est actuellement entre 4,50 et 4,75. Et donc on sait que le taux 2 ans, historiquement, précède, en fait, c'est le marché en fait, qui price le niveau auquel il pense que la Fed amènera son taux, si vous voulez, l'endroit, la zone, le niveau où la Fed devra amener son taux. Et donc à 5,05, ça signifie que, et après on va expliquer là dans les minutes qui viennent, que le taux a largement baissé depuis, on va expliquer pourquoi, mais en début de semaine, quand on a atteint 5,05, ça veut donc dire que le taux 2 ans, à ce moment-là, estimait que la Fed, par rapport au niveau de taux actuel, allait potentiellement encore mettre 2 hausses de taux, 25 points de base et 25 points de base, ou 50 points de base d'un coup. Ça c'était les projections mardi. Et vous allez voir que les choses vont extrêmement vite. Au moment où on se parle, le taux 2 ans américain est retombé à 4,60. Alors que s'est-il passé pour qu'il retombe à 4,60 ? Il s'est passé deux choses. Tout d'abord, on a eu cette semaine, pour la première fois depuis le mois de décembre, en tout cas, on a eu des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, donc c'est une donnée hebdomadaire qui s'est révélé être supérieur aux attentes et qui s'est redressé de manière un peu plus sensible que d'habitude. On a eu 210 000, donc le chiffre est ressorti à 210 000 pour ces inscriptions hebdomadaires, ce qui est le niveau le plus élevé, qui en soi n'est pas très élevé, mais vu qu'on est habitué à des chiffres extrêmement faibles ces dernières semaines, eh bien c'est la première fois qu'on retrouve ces niveaux-là depuis décembre. Donc ça marque quand même une espèce de petit changement, semble-t-il, dans la trajectoire des inscriptions hebdomadaires au chômage. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait que le problème principal de la Fed, un des problèmes principaux, donc, le problème principal, c'est l'inflation, mais une des sources d'alimentation de l'inflation, c'est la trajectoire des salaires aux États-Unis. Les salaires restent toujours orientés à la hausse, avec des progressions annuelles qui sont toujours significatives, de plus de 4%, et donc ça participe à maintenir le niveau de prix par la transmission salaire-prix, des niveaux de prix sur des niveaux qui ne sont pas convenables pour la Banque centrale européenne, des niveaux de progression de prix qui sont très éloignés pour l'instant des 2%. Et donc, un des combats de la Banque centrale américaine consiste à vouloir détendre le marché du travail pour permettre justement aux salaires de moins progresser et donc de faire en sorte que l'inflation retrouve des niveaux plus normaux. Et donc, là, ces chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage semblent effectivement montrer qu'on commence à avoir peut-être les prémices, on n'est qu'au début, mais peut-être les prémices de cette détente du marché du travail. Et puis, là, en cette fin de semaine, on a également le rapport sur l'emploi américain qui a été assez mitigé parce que d'un côté, on a eu un chiffre toujours assez gros, assez important d'inscription, de création d'emplois non agricoles, donc le fameux chiffre NFP qui est ressorti à peu de 300 000, alors que le consensus atteint aux alentours de 200 000, donc un chiffre bien supérieur au consensus.
plus faible que le précédent qui était de plus de 500 000, mais ça c'était attendu, le consensus était déjà plus faible que le chiffre précédent, mais toutefois donc on a un chiffre qui est ressorti de manière assez solide une nouvelle fois, avec des salaires qui progressent toujours en rythme annuel à 4,6%, c'est un peu en dessous du consensus qui était à 4,7%, mais c'est nettement au-dessus du chiffre du mois précédent, en rythme annuel, qui était à 4,4. Donc on a comme ça deux chiffres qui montrent encore qu'on n'est pas arrivé au bout du bout sur la volonté, et même du tout qu'on est, on commence à peine peut-être à avoir un marché de l'emploi qui se détend parce qu'on voit des créations toujours importantes et des salaires qui progressent toujours, mais ce qui peut commencer à aller dans le sens de la Fed, c'est que le taux de chômage par contre s'est un peu redressé, on est passé de 3,4% à 3,6%, donc petit redressement, ça reste très faible encore, mais c'est un redressement malgré tout, et puis on a également un chiffre de participation à la population active qui remontait à 62,5%. C'est son niveau le plus élevé depuis 2020. Et donc, ce qui traduit quoi ? C'est qu'il y a plus d'Américains, plus de gens qui participent au marché du travail, qui rentrent dans la population active. Et donc ça, probablement, ça va se voir dans les prochains chiffres d'emplois vacants. Vous savez qu'on regarde cette mesure qu'on appelle le JOLTS aux États-Unis, J-O-L-T-S, et donc on va regarder les prochains chiffres JOLTS qui pourraient justement faire apparaître cette tendance d'une amélioration finalement de la participation de la population américaine à ce marché du travail, et donc potentiellement en prenant les emplois vacants qui sont les emplois ouverts, et donc de ce fait permettant de détendre un peu mécaniquement ce marché du travail. Donc on a quand même quelques petits signaux, et ça effectivement ça participe donc à une petite détente des taux courts américains. Donc on pourrait se dire, c'est formidable, si les taux courts se détendent. Souvenez-vous que ce qui stressait beaucoup les marchés pendant des mois et des mois depuis 2022, début 2022, c'est que plus les taux montaient, plus c'est un signe effectivement que le marché craignait la Fed par rapport à une inflation hors norme et par rapport à des salaires et à un marché de l'emploi qui était extrêmement tendu. Donc là, on se dit, et donc quand les taux montaient, quand ces taux courts montaient, quand le taux 2 ans, le taux 6 mois ou autre montait très fortement, parallèlement à ça, systématiquement, les marchés actions américains baissaient. Parce que c'était une traduction en fait, d'une crainte de durcissement monétaire très très fort, et donc ça ne plaisait pas au marché actions. Donc là on pourrait se dire, ça y est, enfin le taux 2 ans, semble-t-il, commence à être dans le sens, commence à répondre un peu à ces chiffres de l'emploi en se détendant un petit peu, donc le marché actions doit rebondir. À ce stade, alors la semaine n'est pas complètement finie, là j'enregistre le podcast à 16h, mais à ce stade, ce qu'on voit depuis 48 heures, c'est que cette détente des taux courts américains ne porte pas les indices, ne permet pas aux indices de rebondir. Et pourquoi ? Parce que parallèlement à ça, vous avez des signaux sur les banques régionales américaines qui montrent un vrai stress. Il y a certaines banques, notamment une qui s'appelle la Silicon Valley Bank, qui est donc une banque très focalisée et spécialisée sur le financement des startups, des entreprises innovantes, de la tech notamment, donc elle porte bien son nom, Silicon Valley Bank, et qui est en grosse difficulté, avec en plus des figures de proue de l'investissement, notamment innovant aux États-Unis, qui ont appelé à retirer en gros les fonds et à se méfier de cette banque, parce qu'effectivement elle commence à afficher des signaux de faiblesse, donc provoquant de fait une accélération de la baisse donc de tout ce qui est dépôt ou autre, et donc avec un vrai risque de bank run en fait, de sortie de fonds massive. Et donc là où on enregistre ce podcast, les dernières news qu'on ait par rapport à ça, c'est que la banque n'a plus ce qu'il faut pour continuer à fonctionner. Donc il y a des discussions qui apparemment seraient entamées avec certains gros établissements financiers américains pour d'éventuels rachats. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi dans cette partie-là ? C'est qu'on commence à voir des signaux de fragilité sur certaines banques qui sont certes des banques thématiques. C'est-à-dire qu'ils sont pourquoi cette banque est autant en difficulté ? Parce que la tech a été un secteur qui a explosé à la hausse pendant la phase Covid et un petit peu après, parce que digitalisation à tout va de l'économie, parce que liquidité massive déversée par la Banque centrale américaine qui a irrigué comme ça et qui devait trouver des destinations parce que les rendements étaient nuls à ce moment-là. Les taux de la Fed étaient à zéro, donc zéro rémunération sur l'obligataire. Il fallait placer cette abondance de liquidité que la Fed déversait. Donc ça se retrouvait sur différents projets, certains sérieux, d'autres absolument pas. Et puis les banques ont évidemment utilisé cette liquidité pour financer à tout va ce qu'elles pouvaient financer. Certaines l'ont probablement fait avec beaucoup moins de discernement que d'autres, et donc ont pris des risques. Et puis quand à un moment donné, la mer se retire, quand la Fed draine cette liquidité, quand les taux se redressent, les conditions financières se dégradent, les banques les plus exposées à des secteurs qui souffrent le plus par rapport au redressement de taux. On sait que la tech, les valeurs de croissance, c'est le secteur qui souffre le plus de ces taux qui se redressent, c'est toujours le cas. Et bien donc, ce sont les banques qui sont en première ligne dans ces difficultés, et sont donc des difficultés qui sont implicitement, même directement liées au durcissement des conditions financières de la Fed. Et c'est pour ça que j'ai parlé de notre banque thématique, parce que pour l'instant, c'est pas encore, choquant à ce stade d'avoir des banques qui ont peut-être pris des risques à un moment donné sur un secteur très exposé et qui à un moment donné sont en difficulté parce qu'elles ont mal géré. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on commence à avoir des contagions par contre à l'ensemble du système bancaire. À ce stade, on n'y est pas encore, mais
Quoique, en bourse, on a vu ces deux derniers jours des baisses très significatives sur les gros établissements cotés à Wall Street, les Goldman, les JP Morgan ou autres, qui affichaient des baisses sensibles. Donc, évidemment, dès qu'on commence à avoir ce genre de crainte et de mouvements de défensifs apparaître sur les bancaires, eh bien, vous voyez, le taux 2 ans américain, les taux courts partent aussi à la baisse, parce que dans ce cas-là, ça traduit aussi une forme de crainte par rapport à l'économie américaine, par rapport au fonctionnement économique et au fonctionnement financier. Et donc à ce stade, c'est pour ça que ce n'est pas bullish pour le marché action pour l'instant, sauf s'il y a de bonnes nouvelles en provenance des banques, et un rachat, et puis etc., on n'en parle plus. Mais tant que cette situation persiste de tension sur les banques, eh bien les baisses ou les replis de taux qu'on a pour l'instant ne sont pas encore risk-on, ne génèrent pas d'appétit pour le risque, parce qu'au contraire, ils traduisent une crainte sur l'économie américaine, une crainte finalement que ce que la Fed a mis en place comme durcissement eh bien, commence à faire apparaître ces effets, ces dommages collatéraux par ces fragilités qu'on commence à voir dans une partie du secteur bancaire américain. Mais par contre, attention de ne pas considérer que la baisse des taux ensuite, si les taux continuent de diminuer, ce qui est assez possible, notamment dans les mois qui viennent, ça pourrait être lié à autre chose. Là, je pense qu'on est dans une phase où, effectivement, maintenant, c'est un peu les risques économiques qui commencent à prendre un peu le dessus. Mais du coup, pour la Banque centrale américaine, ça va aussi probablement dire, attention, la réunion du mois de mars, il semble très peu probable d'aller à 50 points de base de hausse de taux, alors qu'en début de semaine, le marché priçait 50 points de base de hausse de taux. Là, avec cet épisode bancaire, il est très très probable qu'on n'ait plus droit qu'à 25 points de base et peut-être un message prudent accompagnant cette hausse de taux. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, si les taux US continuent de décélérer parce que la Fed commence ensuite à moduler un peu son discours, je ne parle pas de pivoter pour l'instant, mais de moduler un peu son discours, de le rendre moins agressif. Dans ce cas-là, les baisses de taux, elles se poursuivent. Quand je dis les baisses de taux, la détente des taux courts américains, donc des rendements des Treasury Bills, donc des obligations souveraines américaines, mais si cette détente se poursuit parce que la Fed ensuite adopte un discours un peu moins agressif, là par contre, ça commencera à percuter à la hausse pour les marchés, parce que dans ce cas-là, ça traduira le bout du tunnel finalement. En tout cas pour les hausses de taux, pas forcément pour le bilan qui lui continuera à baisser très probablement, mais au moins pour les hausses de taux, et puis au moins déjà le marché saura où le taux terminal de la Fed se trouve. Pour ça, il faudra aussi un chiffre d'inflation sympathique la semaine prochaine, et ça je vais en parler, il y a un chiffre qu'on attend mardi prochain d'inflation aux États-Unis. Donc voilà pour ce qui s'est passé cette semaine en résumé, et on voit aussi du coup les anticipations d'inflation aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qui se détendent. Pourquoi notamment en Europe ça se détend? Parce qu'on a eu quelques discours ces derniers jours un peu plus musclés de la part de membres de la Banque centrale européenne. Et donc, parce qu'on a parlé de ces anticipations d'inflation qui dérivaient à la hausse, ces anticipations d'inflation à moyen terme, et donc probablement que la Banque centrale a vu ces anticipations dériver, et donc a décidé d'envoyer quelques speakers comme ça, renvoyer des messages au marché un peu plus agressifs, et c'est aussi pour ça qu'on a des marchés actions en Europe qui baissent là, cette semaine, parce qu'on voit que c'est lié aussi à ces anticipations d'une Banque centrale européenne qui a peut-être été un petit peu en retard ou qui n'a pas forcément bien communiqué sur ses intentions. Et donc le marché à un moment donné a pu penser que la BCE n'était pas réellement aux commandes et qu'elle laissait filer l'inflation. Donc là, certains messages ont rappelé au marché que la Banque centrale européenne s'attelait bien à la tâche. Ça a plutôt, donc ça a plu aux anticipations d'inflation qui se détendent, mais la contrepartie de ça, c'est que c'est un gage aussi que la Banque centrale européenne va encore envoyer une grosse hausse de taux là en mars. Donc ce sera la semaine prochaine, et puis après on verra peut-être 25 points de base à la réunion suivante notamment, et peut-être encore 25 derrière. Donc voilà, ça fait aussi en sorte, ça participe à cette prise de gain qu'on a actuellement sur les indices européens, le CAC, le DAX, en plus de tout ce que l'on voit sur la partie américaine liée aux banques ou autres. Il faudra donc s'intéresser aussi peut-être au dollar maintenant. Le dollar qui s'est un petit peu repris là, depuis le mois de février, quand les taux US continuent à grimper. Si maintenant on voit que les taux courts américains commencent à se détendre un petit peu, puis qu'on a quelques craintes sur l'économie américaine, ça peut commencer à limiter le potentiel haussier du dollar, et donc certains actifs pourront en bénéficier. Je pense aux métaux par exemple, l'or, l'argent notamment, les cryptos aussi, les cryptos sensibles à ces aspects de taux forts ou de dollars forts. Eh bien, on pourrait aussi avoir des rebonds, ce qui n'est pas le cas ces derniers jours parce qu'il y a une thématique toujours liée aux cryptos. Silvergate, une banque très exposée aux cryptos qui s'est donc placée volontairement en faillite sur ses activités bancaires. Voilà, les cryptos ont baissé par rapport à ça, mais en termes de classe d'actifs, si je prends le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, libellé en dollars évidemment, donc ce à quoi on assiste sur la partie taux actuellement pourrait à un moment donné commencer à soutenir aussi un petit peu la partie la plus à risque, la partie crypto, et peut-être aussi à un moment donné le Nasdaq, dont on sait qu'il est très sensible à cette question de taux. Donc si les taux se détendent à un moment donné un peu plus fortement, ça peut commencer à soutenir un petit peu le Nasdaq. Donc on n'y est pas encore, ça il faut des signaux techniques pour ça, et ça on le voit tous les jours dans le market live que l'on fait de 11h à midi. Mais voilà donc pour ce qu'il fallait retenir de cette semaine. Et donc on a vu une volatilité, si je prends le cas du VIX, qui est l'indice de volatilité du SP500, le VIX
qui naviguait un petit peu en dessous de 18 il y a quelques jours, on la retrouve à 24 là ces derniers jours. Donc voilà, une hausse à nouveau de la volatilité par rapport à tous les éléments que l'on vient de citer. La semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, on aura lundi un discours du président de la Bundesbank, c'est donc un faucon, il s'appelle Nagel, faucon de la Bundesbank, donc membre de la BCE. On écoutera donc avec attention par rapport à cette situation justement qu'il voit aux États-Unis, sur les banques, etc. Est-ce que les discours resteront toujours aussi agressifs? Probablement que oui, mais peut-être avec quelques notes comme ça, peut-être un peu plus nuancées. Mardi, on aura les chiffres, et ça c'est le gros rendez-vous. Il y a beaucoup de gros rendez-vous en ce moment, mais mardi ce sera les chiffres d'inflation aux États-Unis, énorme rendez-vous même, parce que souvenez-vous que les dernières publications avaient montré une inflation qui résistait en fait, qui ne baissait plus, même qui rebondissait en mensuel. Donc on verra si on reprend le chemin de la baisse à nouveau pour l'inflation à partir de mardi dans ces prochaines publications. Mercredi, grosse journée également avec les prix à la production aux États-Unis, les ventes au détail, comment se comporte le consommateur, toujours important à surveiller dans cette phase de durcissement monétaire avec des coûts de crédit qui augmentent. On aura également des chiffres sur la production industrielle en Europe, et puis dans la nuit de mardi à mercredi, donc des chiffres sur la Chine qui vont beaucoup nous intéresser pour voir justement à quelle vitesse la Chine réouvre. On aura des chiffres de production industrielle, de vente au détail et d'investissement, donc à surveiller, gros marqueurs par rapport à la macro chinoise. Jeudi, on aura la réunion de la Banque Centrale Européenne où 50 points de base de hausse de taux sont attendus. Ce qui va nous intéresser, c'est le discours et le communiqué qui accompagneront donc cette hausse de taux. Savoir si on garde un ton très agressif pour la suite ou si on met un petit peu d'eau dans son vin, ça on verra. On aura également tout ce qui est permis de construire et mise en chantier aux États-Unis jeudi après-midi, ainsi que les inscriptions au chômage, toujours à surveiller ces données de l'emploi pour voir si ça confirme un petit peu cette détente qu'on commence peut-être à voir un petit peu arriver sur le marché de l'emploi américain. Et puis vendredi, on terminera par la confiance des consommateurs aux États-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.